Alors moi, je ne vais pas vous présenter dans le détail le projet, je vais laisser à Xavier Barras de GS1 le soin de le faire. Hein. Et je vais plutôt vous parler de la genèse du projet, pourquoi on en est arrivé là à l'ANIA, les enjeux auxquels le projet répond et les défis auxquels on va être confronté très rapidement. Alors pour la genèse, moi je vais repartir très très loin, puisque je vais remonter à la loi de 1905 sur la répression des fraudes et la falsification des denrées alimentaires, hein, qui est peut-être le premier texte à consacrer un droit à l'information des consommateurs. Alors vous savez, cette loi, elle a vu le jour au début du XXe siècle, suite à la multiplication des fraudes alimentaires, notamment dans le domaine du vin, suite à la crise du phylloxéra. Et pour prévenir les fraudes, la loi met en place un système très novateur qui consiste à confier à des décrets le soin de définir les produits et puis de lister les informations minimales que le fabricant devra communiquer aux consommateurs. Mais l'information des consommateurs prend vraiment son essor dans les années 70 avec sous l'influence des théories consuméristes, avec des textes communautaires, dont le premier date de 1978 et qui a été maintes fois modifié depuis, avec en dernière date le règlement INCO du 25 octobre 2011. Là, il s'agit plus tant de prévenir les fraudes. Le droit à l'information des consommateurs devient vraiment la pierre angulaire de la protection du consommateur et au-delà de la régulation du commerce. Hein, l'idée, c'est qu'un consommateur bien informé va faire des choix économiques rationnels. Il va pouvoir choisir les aliments en toute connaissance de cause et se comporter en agent économique rationnel. Alors, le spectre de cette information, il a évolué au cours des années depuis 70, mais il est resté quand même très limité aux informations de base concernant l'identité du produit, sa composition, hein, la liste d'ingrédients, les caractéristiques essentielles du produit, hein, le poids par exemple, ainsi que toutes les informations qui permettent aux consommateurs d'en faire un usage sûr. Le parcours subi par l'aliment, les conditions environnementales, sociales, éthiques, économiques de sa production ne sont pas du tout communiquées aux consommateurs, en tout cas de manière obligatoire, et relèvent de mentions volontaires qui se sont multipliées ces dernières années. Il est vrai que, comme il a été dit, les attentes des consommateurs ont beaucoup évolué ces dernières années. Les consommateurs veulent plus de transparence, veulent plus d'informations. Ils expriment leur volonté de mieux consommer et s'affirment comme citoyens soucieux des impacts environnementaux, sociaux, économiques de leur consommation. Et puis, à ces attentes sociétales viennent se doubler d'une crainte vis-à-vis de l'aliment et d'une défiance vis-à-vis de ceux qui les produisent. Face au doute, les internautes s'organisent, titrait un article du Monde il y a quelques années pour faire état de la multiplication de ces sites internet, de ces applications smartphones qui proposent aux consommateurs de décrypter les étiquettes, parfois en lui révélant ce que les industriels prétendument leur cacheraient. Alors la dangerosité de certains ingrédients supposés, la vraie composition nutritionnelle des aliments, les impacts environnementaux et sociaux des denrées alimentaires. Alors beaucoup de ces sites, comme vous le savez, notent les produits sur un certain nombre de critères pour aider le consommateur à faire des choix éclairés. Ces sites se heurtent à une très grosse difficulté qui est la mise à jour des données produits, ce qui peut poser d'ailleurs problème quand il s'agit de données de nature sanitaire, et je pense notamment aux allergènes. Et puis, le modèle économique sur lequel elles sont fondées est quand même encore en devenir. Alors à l'ANIA, on considère quand même que leur développement est inévitable et bien entendu à encourager. La réglementation elle-même commence à prendre en considération ces évolutions sociétales. Hein. Le règlement INCO lui-même prévoit dans son article 3 que les informations pertinentes qu'il faut communiquer aux consommateurs ne doivent pas se limiter à la composition ou au mode d'emploi, mais doivent prendre en considération d'autres dimensions. Alors c'est vrai que ces évolutions réglementaires restent pour le moment très modestes. Alors on a quand même aujourd'hui, je crois, publié au journal officiel de l'Union européenne le règlement sur l'étiquetage de l'origine de l'ingrédient primaire, hein, qui va dans ce sens. On avait aussi dans INCO des dispositions, par exemple, sur l'étiquetage des ingrédients nanofacturés. Donc ces évolutions qui restent quand même malgré tout modestes, mais qui sont vraiment, et on le considère comme ça à l'ANIA, qui sont vraiment l'opportunité pour les marques de s'engager dans un nouveau dialogue constructif avec leurs consommateurs.
D'ailleurs, aller vers plus de transparence a été un des grands engagements phares de l'ANIA au moment des États généraux. Le projet de plateforme numérique a été présenté à ce moment-là, car on estime effectivement que les outils numériques sont particulièrement adaptés à cet objectif de transparence. Parce que les packs, voilà, les packs sont saturés d'informations. Stop à l'information et non pas aux produits qui sont montrés. Et on considère qu'effectivement, l'emballage n'est pas forcément le support le plus adapté à une communication aussi complexe que, par exemple, l'information nutritionnelle ou encore demain, l'information environnementale. Alors, le législateur en a bien conscience, puisque déjà en 2012, dans son livre blanc, la Commission européenne faisait le constat d'un défaut d'information lié à la saturation de cette information. Et le règlement INCO contient une disposition qui prévoit que, à l'avenir, avant d'imposer toute mention obligatoire complémentaire, le législateur devra s'interroger sur le support le plus pertinent de cette information, en incluant bien entendu les supports numériques. La digitalisation est pour nous vraiment l'opportunité pour les marques d'avoir un discours beaucoup plus constructif et plus riche auprès de ces consommateurs. On estime que cette digitalisation va révolutionner beaucoup de choses et on en est, j'en suis persuadé, qu'au balbutiement de ce que le marketing digital et la construction de l'offre sur Internet va permettre à l'avenir. Aujourd'hui, le consommateur, quand il achète le produit, il l'a en main et il a accès aux informations une fois qu'il l'a en main. Dans un monde digital, le consommateur a accès à l'information bien avant d'avoir le produit à disposition. Donc, il est très important pour les marques de bien maîtriser cette information produit dématérialisée. L'industriel, comme le distributeur, devra à l'avenir gérer deux packs. Le pack physique, sur lequel seront portées toutes les mentions réglementaires de base, et puis un pack virtuel qui devra bien entendu reprendre l'intégralité de l'information réglementaire, mais également aller au-delà. Alors, vous l'avez compris à travers cette petite introduction, les enjeux de cette plateforme numérique. Alors, la plateforme qui a pour objet de rassembler l'intégralité des données produits de l'ensemble des marques de l'agroalimentaire. Donc, les enjeux de cette plateforme numérique sont multiples. Il y a un gros enjeu de transparence vis-à-vis des consommateurs, un enjeu de visibilité. Comme je l'ai expliqué, le consommateur a accès à l'information avant le produit. Et puis, bien entendu, un enjeu de confiance. Il est fondamental, et c'est un des enjeux majeurs de ce projet, il est fondamental que les marques contrôlent l'information dématérialisée qui circule sur le web, sur leurs produits, afin qu'elle soit exacte. Et il y a derrière un véritable enjeu de réputation pour l'industrie. Donc l'idée du cloud, l'idée de ce référentiel produit est en fait donc de rendre accessibles des données essentielles à une consommation éclairée et responsable, donc des données, tout d'abord les données réglementaires de base, mais comme je vous l'avais dit, également des données complémentaires, une information qui soit authentifiée et certifiée par le détenteur de la marque. L'idée en fait c'est de faire de cette plateforme, de ce référentiel, le référentiel officiel des marques de l'agroalimentaire pour une information de confiance et fiable. Et puis bien sûr un socle d'opérabilité pour permettre derrière à des offreurs de solutions de proposer, grâce à ces données, de nouveaux services aux consommateurs. Alors je terminerai par les défis à relever avant de donner la parole à Xavier. Les défis sont quand même, très importants. Alors l'idée d'un big data de l'alimentaire, c'est une très belle idée, c'est un très beau projet, mais derrière, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il y a d'énormes défis à relever pour les entreprises, et notamment, je pense, aux moyennes et petites entreprises. Pourquoi ? Parce que ces entreprises n'ont pas forcément aujourd'hui les moyens techniques et les moyens humains pour générer de l'information dématérialisée. Non seulement il faut générer de l'information dématérialisée, mais il faut la générer de façon structurée pour que cette information puisse s'échanger. Et puis, n'oublions pas que le cloud doit porter une information sur les produits qui est en tout point identique à l'information qui sera sur les packs physiques. Donc ça nécessite de la part des entreprises de mettre en place des processus pour valider cette information, aussi rigoureux que celles qu'elles mettent en place pour valider l'information qui est sur les packs.
Alors, il y a beaucoup de progrès ont été faits depuis quelques années, notamment grâce à INCO et à l'obligation pour les distributeurs de mettre sur les sites de vente en ligne l'information réglementaire qui figure sur les packs, qui a obligé l'industrie à s'organiser pour transmettre cette information aux distributeurs. Mais on le voit encore aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de qualité de cette donnée. Et donc, beaucoup de progrès sont encore à faire. Et puis, un dernier point qui est un défi à relever, puis c'est un point de vigilance sur lequel j'attire l'attention des différents acteurs de ce projet, c'est qu'il faut éviter que les entreprises aient à saisir plusieurs fois l'information. Une fois pour alimenter les sites de Drive, une fois pour alimenter le cloud. Si c'est le cas, on risque de perdre au passage la moitié de l'industrie agroalimentaire. Alors, c'est un point de vigilance parce qu'aujourd'hui, les canaux de transmission de cette information ne sont pas tout à fait les mêmes et les informations transmises qui seront attendues dans le cloud et qui sont attendues par les distributeurs ne se recoupent pas totalement. Elles se recoupent en partie. Et la donnée dématérialisée produit, c'est une donnée concurrentielle et aujourd'hui, les distributeurs demandent à leurs fournisseurs de communiquer des données qui ne sont pas, qui vont au-delà des données réglementaires de base. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter, de contraindre les industriels à saisir leurs informations sur différents supports. Là, il y a un véritable point de vigilance à garder en tête. Alors, il y a bien d'autres défis, bien d'autres questions autour de ce projet, sur la propriété des données, sur la notion d'open data. On en discutera sûrement aujourd'hui. C'est en tout cas un très très beau projet dans lequel l'ANIA est totalement engagée. Et je vais laisser maintenant la parole à Xavier pour qu'il vous présente plus en détail.